Je laisse les participants se connecter. Le thème d'aujourd'hui, anticiper votre recrutement avant la période fiscale et si l'inclusion était la clé. Pour pouvoir présenter ce thème, je suis accompagné d'un trio féminin que je laisserai se présenter le temps de vous présenter moi-même la commission. Donc c'est une jeune commission qui prend la suite de la commission femmes. D'ailleurs, je remercie, et je salue Aïcha Medjoud qui a porté les débuts de la présidence de cette commission. Je lui succède en fait aujourd'hui et à mes côtés pour cette aventure, j'ai le plaisir de travailler avec Laura Belaïch qui est ma vice-présidente et Adeline Lechat qui est la permanente de l'ordre. J'ai également Christelle qui est présente aujourd'hui, qui nous a rejoint en tant que membre de la commission. Cette commission parité, diversité, inclusion a vocation en fait à promouvoir l'égalité des chances au niveau de la profession. Elle œuvre à une meilleure représentativité des femmes et des profils issus de la diversité, à valoriser tous les parcours et tous les talents, mais également au développement d'un environnement professionnel plus inclusif. Nous proposons de nouvelles actions pour l'année 2026 dans le prolongement de celles qui sont déjà menées, notamment à l'occasion du 8 mars pour la Journée internationale des droits des femmes. Également une nouvelle saison de podcasts qui rejoint la demi-douzaine qui existe déjà, et également des événements type conférences et webinaires comme celui d'aujourd'hui. Je vais laisser la parole à mes charmantes intervenantes pour pouvoir se présenter. Moi, je suis Nicolas Major, élu et aujourd'hui président de la commission parité, diversité et inclusion. Je vous laisse la parole. Bonjour Nicolas. Il y a encore l'écho. Pendant que je me présente, je vais juste couper. Voilà, juste pendant qu'on je vais prendre la parole pour me présenter. Donc, Caroline Pachou, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis chef de projet handicap et diversité au sein de l'opérateur de compétences Atlas, donc l'OPCO des services financiers du conseil, et donc votre opérateur de compétences. Et donc au quotidien, on accompagne notamment les cabinets d'expertise comptable. Et aujourd'hui, effectivement, on observe une tendance claire, hein, l'ouverture à des profils atypiques ou en reconversion. C'est plus seulement une démarche sociale, c'est une démarche très concrète pour répondre aux besoins de recrutement. Et on y viendra juste après. Je laisse la parole à Christelle et Elisabeth. D'accord. Bonjour, Christelle Lyon-Gabriel. Moi, je suis expert comptable, commissaire aux comptes du cabinet Plumalis, qui a 18 ans d'ancienneté maintenant, qui est majeur. Et dans mon modèle économique, en tout cas, ou en tout cas dans mon modèle social, j'embauche depuis 18 ans des personnes porteuses de handicap. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous ce matin. Je suis Elisabeth Fourget, je suis la référente handicap du groupe ESSEC Business School et j'accompagne un nombre croissant d'étudiants en situation de handicap en formation initiale sur 3 campus qui sont ceux de Cergy, Rabat et Singapour et aussi en formation continue sur notre campus de la Défense. Merci à vous. Alors, avant de démarrer de manière plus intéressante ce fameux sujet, nous avons souhaité vous sensibiliser sur les notions d'handicap, à la fois connues, méconnues et éventuellement invisibles. Alors, la liste qui sera présentée n'est pas exhaustive. C'est pas pour dire que ce sont les plus connus, mais peut-être les plus entendus. Parfois, on oublie que les troubles de dyslexie et de dyspraxie sont également considérés comme un handicap, de même que les troubles de l'attention comme les TDA, le TDAH, les troubles anxieux, de stress, les phobies, la surdité, voire même les fatigues chroniques, ainsi que les migraines chroniques sont considérés comme des handicaps méconnus. On aura par la suite des handicaps qui sont, eux, invisible, mais à fort impact pour les salariés, comme pour n'importe quelle personne, hein, au niveau de la sclérose en plaques, les troubles psychiques, les cancers, qu'ils soient en rémission ou en traitement. Parfois, on oublie, ça reste un handicap totalement invisible, mais le salarié, lorsqu'il est en entreprise, peut également être en souffrance par rapport à cette situation, la polyarthrite et l'épilepsie. Pour pouvoir finir, on aura les handicaps qui sont, eux, visibles et souvent mieux, entre guillemets, «reconnus» puisque l'état physique de l'individu et de l'intéressé
marque indirectement cet handicap, que ce soit au niveau des déficiences visuelles, de la surdité, la mobilité réduite, qu'elle soit en fauteuil ou non, les handicaps moteurs, voire encore les malformations. Ces handicaps qui sont plus connus nécessitent des adaptations au niveau des postes, des aménagements, parfois des logiciels ou tout simplement un environnement qui est, lui, beaucoup plus visible en termes d'adaptation. Pour pouvoir aborder notre conférence, nous avons prévu différentes thématiques pour essayer d'apporter le plus d'éléments possibles dans la réflexion, d'envisager justement un recrutement par rapport à votre période fiscale plus tourné autour de l'inclusion. Je vais m'adresser à mes intervenantes pour leur demander en quoi l'intégration de talents en situation de handicap ou issus de la reconversion peut constituer un levier stratégique pour justement aborder avec sérénité cette période fiscale. Alors, je ne sais pas qui veut commencer en attendant que je ne vois pas si mes collègues sur site, là, pour l'instant, vous avez le micro coupé, donc je me permets de commencer si jamais, je sais pas si quelqu'un a. Les premiers sont toujours les mieux servis, comme on dit. Bon, bah, je fais une petite introduction en attendant que mes collègues prennent la parole. Bah, c'est vrai que dans la profession comptable, on est sur des métiers en tension, particulièrement au moment de la période fiscale. Et donc là, l'enjeu est simple, hein, comment on va sécuriser les effectifs, l'inclusion ou la reconversion, l'accueil de public éloigné de l'emploi permet justement d'élargir drastiquement le vivier de recrutement et d'apporter des compétences qui sont souvent très motivées, fidèles, très engagées. On ne peut pas évidemment faire de généralité, mais on a vraiment un vivier très intéressant vers lequel se tourner. Je vois que du coup, il y a Christelle et Elisabeth ah non, elles ont redésactivé le micro. Voilà. Ah, ça y est. Peut-être que vous pouvez prendre la parole. Alors, je pense qu'il est réactivé. Donc, effectivement, en tout cas, moi, je voulais souligner qu'il y a un grand vivier de candidats au sein des écoles et des universités, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 70 000 étudiants en situation de handicap dans le supérieur, prêts à intégrer vos métiers. Et donc, le plus, c'est qu'effectivement, on dit toujours handicap, qui est un terme un petit peu clivant. Moi, je dis handicap et talent, en fait, et on permet à chaque étudiant de réussir, quelle que soit sa singularité. Et on se rend compte qu'il développe d'autres compétences, des modes de compensation qui font qu'ils sont des éléments hyper intéressants en entreprise pour à la fois générer plus de cohésion d'équipe, des visions plus systémiques et développer une approche du travail un petit peu plus particulière, mais hyper productive. Et donc, juste rappeler qu'en fait, il y a un grand vivier de candidats au sein des écoles et des universités qui sont prêts à vous rejoindre. Voilà. Et en quoi ça peut être un levier stratégique et pour la période fiscale? Moi, je citerai juste deux choses. Au cabinet, on a eu la chance de vivre un Covid plutôt serein parce qu'en fait, sans s'en apercevoir, déjà, ça faisait 10 ans qu'on était complètement digitalisé au cabinet et ça faisait un certain nombre d'années où en fait, tous les collaborateurs avaient déjà un portable et avaient l'habitude on avait presque inventé le télétravail avant l'heure, ce qui fait qu'effectivement, un collaborateur qui avait une fatigue ou qui avait un rendez-vous médical ou ce genre de choses était déjà habitué à travailler de chez lui avec des outils dématérialisés. Donc, pour le coup, le levier stratégique au moment du Covid, je l'ai vraiment ressenti, ça m'a permis de me concentrer sur mes clients. Et ça a été vraiment un point serein dans le cadre de cette folie qui a été le Covid. Vous souhaitez ajouter encore un élément sur cette première question? Je vais poursuivre avec une nouvelle interrogation. Au-delà des valeurs humaines, en fait, recruter des collaborateurs en situation de handicap ou bien en reconversion peut-il concrètement renforcer la performance ou la stabilité d'un cabinet? Alors, moi, je vais répondre déjà sur la stabilité, oui, parce qu'on a des personnes, généralement, les personnes porteuses de handicap sont quand même plus fidèles et fiables
parce que souvent, elles ont eu aussi des difficultés pour trouver ce poste et ou ce poste, ou ce stage, ou cette alternance. Donc, généralement, elles sont contentes d'être là où elles sont. Moi, j'ai aussi l'habitude de travailler avec une équipe de gens qui ont envie de travailler, qui sont contents de venir travailler. Et sur la performance, là, je vais laisser mes deux colistières ou co-conférencières parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne porteuse de handicap, si je veux taquiner, si elle a survécu à tout ce qui est MDPH, à tout ce qui est éducation nationale, à tout ce qui est administratif et à tout ce qui est médical, c'est que généralement, elle a développé plein de talents et qu'il y a de la performance, même si ce n'est pas celle peut-être qu'on a l'habitude de quantifier dans les cabinets, il y a de la performance. Je te laisse. Alors, moi, je rajouterais qu'en fait, alors j'ai cette chance, je dis toujours que j'ai cette chance à l'ESSEC d'intervenir sur le plus joli terrain de jeu, puisque j'accompagne plus de 400 étudiants avec des besoins spécifiques et des singularités. Mais aussi, on est sur des campus où il y a plus de 100 nationalités, donc je travaille constamment dans la différence qui peut cumuler une différence culturelle, une différence avec des besoins spécifiques, et que c'est une vraie richesse pour évoluer sur les projets d'avoir ces regards croisés, et ça se prouve vraiment tous les jours. 98% des étudiants en situation de handicap que j'accompagne vont jusqu'à la diplomation avec d'excellents résultats. Moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, pour reprendre un peu le propos de Christelle, c'est que c'est souvent des profils qui avancent avec l'incertitude constamment. Donc, une capacité d'adaptation hyper renforcée, une vision systémique de tout ce qu'il y a à gérer de façon globale parce qu'ils vivent dans l'incertitude comme un moteur, en fait, depuis qu'ils sont nés la plupart du temps. Et que contrairement à tous les biais cognitifs qu'on peut avoir, parce que souvent on associe le mot handicap à déficience, ce qui est rarement le cas en fait, en tout cas sur ce que je constate sur nos campus, c'est juste des compétences atypiques, voire même juste des compétences, des grandes compétences, puisque notamment, alors je ne vais pas faire les clichés de l'autiste Asperger, voilà, mais néanmoins j'en ai énormément dans la finance, dans le conseil, voilà, dans des métiers hyper exigeants, où il peut y avoir un volet fatigabilité important et malgré tout, ils performent. Donc, il faut vraiment travailler sur tous les biais cognitifs qu'on peut avoir sur ces profils et venir à leur rencontre, en fait. Moi, c'est ce que je propose souvent aux entreprises, c'est de se rapprocher des écoles pour pouvoir recevoir ces profils à la fois dans des DOD qui sont assez classiques, mais nous, on a des Go In Pro, on a des Vie Ma Vie, où vous pouvez les accueillir pendant une semaine pour voir déjà comment ça peut se passer au sein de vos entreprises. Il y a la période des stages aussi, qui est une période d'immersion qui permet vraiment de voir comment on peut fonctionner tous ensemble, jusqu'à, évidemment, les contrats d'alternance et l'emploi. Et en fait, ça a le double impact de à la fois former et aider à monter en compétence l'étudiant, mais aussi à sensibiliser vos managers que, en fait, c'est possible. Voilà, c'est juste d'avancer graduellement tous ensemble pour vous démontrer qu'il y a de la compétence, une vraie compétence. Tout à fait. Et moi, si je voulais rebondir, c'est sur effectivement faire le pendant avec donc ce que Christelle aussi évoquait sur les multiples compétences que ces personnes ont développées de par ce qu'elles ont traversé au quotidien. Et c'est un peu aussi sur, par exemple, les profils en reconversion. L'intérêt qu'il peut y avoir, c'est qu'ils ont eu de multiples vies professionnelles et donc les compétences transférables et transposables, il y en a de multitudes. Oui. Donc, c'est un peu ce qu'on a évoqué aussi avec, plus généralement, donc, sur les personnes en situation de handicap, qui, de par leur capacité à rebondir et à s'adapter face aux difficultés, ont en effet de véritables atouts. Et souvent, il n'y a pas tant d'aménagements qu'on pense, hein, puisque même si je devais vous donner un chiffre, il y a à peine 15% des situations de handicap qui nécessitent des aménagements des postes de travail, déjà.
Donc, les différentes situations de handicap que Nicolas évoquait, qu'ils soient visibles, invisibles, peu importe, en fait, on va voir et on aura de cesse de vous le répéter pendant ce webinaire. Une des choses les plus importantes, ça va être le dialogue, ça va être de communiquer, de se dire de quoi on a besoin. Oui. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer et qui va vous permettre de stabiliser justement le poste de la personne concernée. Et bien souvent, Christelle a donné un exemple avec du coup ce que ça a permis sur son organisation de travail, qu'au final avant ils fonctionnaient tous avant le Covid déjà en distanciel, Oui. et que au final ils ont traversé la crise de façon, on va dire, en termes d'organisation du travail déjà de façon plus sereine, puisqu'on a pour beaucoup d'entreprises, on a été chamboulé, on a dû s'adapter très vite à cette nouvelle réalité. Et là, on voit que ça leur a permis de traverser cette crise d'une façon plutôt agile par rapport peut-être à d'autres. Donc, ça fait partie effectivement des choses qu'on verra. Et si vous voulez, Nicolas, et si tout le monde en est d'accord, vous allez sur la slide suivante. Alors, je ne sais pas si c'est Nicolas ou en live qu'ils ont la main, mais sur la slide suivante, on évoque un petit peu justement quelques avantages Oui. pour l'entreprise de passer par ce type de recrutement. Là, d'ailleurs, on a fait un focus sur l'alternance parce que là, c'est un formidable levier d'inclusion quand vous passez par ce levier-là pour recruter les personnes concernées. Déjà, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge les concernant sur ce type de contrat. Vous pouvez également envisager, en termes d'aménagement pédagogique et d'aménagement du temps de travail, allonger la durée de formation si nécessaire. Parce que parfois, il y a besoin d'aménager un petit peu le temps, de prendre un peu plus de temps simplement pour l'enseignement. Et donc, il est possible d'allonger la durée du contrat en alternance. On parle de contrat d'apprentissage aménagé. D'accord. Et on peut bénéficier d'un accompagnement dédié, notamment par les référents handicap qu'il y a au sein des CFA. Oui, alors on était passé à la slide suivante, c'était très bien. Les avantages, oui. Voilà, Parfait. super. Et là, j'évoquais tout à l'heure le dialogue. Et effectivement, le dialogue, c'est vraiment un point essentiel. Surtout là, on donne un exemple. Il n'y a pas que l'alternance pour recruter ce type de profil, évidemment, mais l'alternance, c'est vraiment le symbole du contrat donc multipartite où le dialogue va être hyper important entre toutes les parties prenantes, tant avec la personne directement concernée qu'avec le référent handicap du CFA et avec vous, entreprise. En fait, ils sont de véritables soutiens. Là, Elisabeth le disait, à l'ESSEC, ils accompagnent plus de 400 profils à besoins spécifiques. Ce sont des véritables points d'appui qui peuvent vous aider à faire en sorte que ce contrat se passe bien. Et pour ça, il faut dialoguer. Donc, il y a des aménagements possibles pendant toute la durée du parcours. Et puis, il y a des acteurs qui sont là pour vous aider à le faire. L'OPCO fait partie de ces acteurs. On peut être aussi de véritables soutiens pour vous mettre en lien avec des acteurs aussi externes, tels que la GFIP, par exemple, ou Cap Emploi aussi. L'idée, c'est qu'on peut mobiliser ce levier de recrutement pour les alternants, ça leur permet d'accéder à un métier qui recrute et dans des secteurs ou des métiers en tension ou à forte activité. Donc là, on évoque la période fiscale pendant ce webinaire. On est typiquement dans ce cas. C'est une belle expérience professionnelle qui permet à un alternant en situation de handicap d'avoir un tremplin vraiment pour son évolution professionnelle. Et effectivement, il y a quelques compromis et de la discussion à mettre en place pour lever quelques freins périphériques et puis faire en sorte que le contrat se passe bien. Oui. Et donc, ces avantages-là, vous voyez, on a voulu vous les remettre un peu en visibilité. Donc ça, on est vraiment sur les avantages liés à l'alternance, mais on va voir plein d'autres possibilités, ou en tout cas, on peut les évoquer ensemble. Est-ce que déjà, Nicolas, il y a peut-être des questions, même à ce stade, ou peut-être que Christelle et Elisabeth veulent compléter, réagir Non, alors nous, notre caméra a rendu l'âme, visiblement, mais on vous entend et on peut effectivement intervenir. Non, rien à ajouter, sauf à répondre à des questions éventuelles. Alors, je vois une question sur la possibilité d'avoir des témoignages de personnes
concernés qui seraient déjà en activité. Alors, c'est vrai que par rapport au format de la conférence, c'est, Mmh. une idée que nous avions, évoquée. Il aurait été un peu plus délicat de faire venir, des salariés ou des personnes pour venir Mmh. témoigner, au risque d'avoir trop d'interlocuteurs, présents et avoir une conférence qui soit un peu plus délicate à gérer. On peut peut-être songer à faire des capsules pour pouvoir, les diffuser de manière plus Oui. pratique. Ah, Alors, figurez-vous, Nicolas, que vous ne croyez pas si bien dire, puisque c'est en cours du côté de l'OPCO, puisqu'on est en train de réaliser une collection de vidéos témoignages, où, justement, on donne la parole aux personnes concernées et aux personnes qui travaillent avec elles aussi, aux mmh entreprises, pour avoir vraiment ce double regard qui est très important. Effectivement, là, on s'est dit que ça allait être un peu, court en temps, mais effectivement, on a des témoignages, c'est régulièrement des choses qu'on fait et si ça vous intéresse, si vous le souhaitez, je pourrais vous, repartager là, dans le chat notamment, un lien vers, notre page, dédiée, mh. enfin et alors déjà il est dans le support, mais je pourrais vous mettre un lien plus direct vers, notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver un ensemble aussi de webinaires et D'accord. d'événements. Je pense à Atlas de tous les talents, par exemple, Mmh. qui est une émission qu'on organise chaque année sur le thème de la diversité et de l'inclusion et dans cette émission, vous avez de nombreux témoignages de personnes concernées. D'accord. Donc ça peut vous éclairer aussi. Je Je voulais verrai avec, rajouter. Adeline si on peut peut-être, pardon, Elisabeth, diffuser à l'occasion de la journée, dédiée au Mmh. handicap qui est prévue, si je dis pas de bêtises, cette semaine. Mercredi, C'est mercredi, demain. Demain. c'est ça. Moi, je voulais juste rajouter, alors je suis désolée parce qu'on n'a plus la caméra, effectivement, donc c'est Elisabeth Forget. Moi, je voulais juste rajouter aussi que, effectivement, les temps d'échange avec les personnes en situation de handicap déjà en poste peuvent être très enrichissants. En tout cas, nous, les entreprises, sont les bienvenues sur le campus aussi pour voilà, présenter déjà leur engagement en faveur de l'inclusion de personnes en situation de handicap, mais aussi pouvoir échanger avec nos étudiants, voir comment ça se passe, comment ils travaillent, comment les périodes de stage se sont passées. En fait, d'avoir déjà des temps d'échange libres, juste pour dire comment c'est jouable. Voilà, c'est aussi une opportunité de venir nous voir sur les campus pour voir un petit peu comment on peut co-travailler ensemble. Mmh. Tout à fait. Ça, c'est essentiel, hein, ce que dit Elisabeth, parce que là, pour le coup, on parlait de dialogue et on va évoquer un peu plus tard dans la présentation tout ce qui est aspect partenariat, Mmh. voir comment on peut travailler avec les différents acteurs, parce que c'est ce qui permet aussi d'aider à diversifier les recrutements. Et effectivement, le partenariat école, c'est hyper important et ça peut vraiment vous aider. Alors, avant de passer sur le sujet suivant, je m'interroge indirectement sur, Mmh. par rapport au cabinet ou, les personnes qui sont issues de la reconversion. En fait, est-ce que de votre côté, hein, vous observez un réel impact sur, leur fidélité ou l'implication, entre guillemets, par rapport à ce type de profil atypique, mais comme le dit, Élisabeth, avec, un fort talent? Ouais. Alors sur les profils en reconversion, c'est un peu ce que je commençais à évoquer tout à l'heure, Mmh. ouais, il y a plusieurs choses, hein et encore une fois, attention, ce qu'on dit là n'a pas vocation à être généralisé, hein. Il y aura Bien toujours sûr. les spécificités de chaque parcours de vie. Mais sur les profils en reconversion, en effet, ce qui est hyper intéressant, c'est le bagage de l'expérience passée. Donc, déjà pour une personne en situation de handicap, on l'a évoqué, effectivement, elle a dû faire face à un certain nombre d'obstacles, de freins dans sa vie qui ont fait qu'elle a développé, la plupart du temps une belle agilité hein, Mmh. sur sa capacité à rebondir, on l'a évoqué. Et sur les profils en reconversion, et ben effectivement, d'avoir des profils qui ont déjà vécu plusieurs vies professionnelles. Alors déjà, il y a des compétences qui sont transférables, même d'un métier très éloigné à un autre. Il y a des choses qu'on a appris en entreprise qui vont nous servir très certainement dans le métier. Alors, c'est pas forcément toutes les compétences, Bien mais sûr. souvent quelques-unes quand même. Donc sur les compétences transférables, ce sont des profils hyper intéressants. Puis il y a des leviers aujourd'hui pour vous aider. Alors, moi, je ferai un lien quand même avec le fait que aujourd'hui, on va quand même sur un vieillissement global de la population. Mmh.
Voilà, un allongement de la durée du travail qui fait que on est de et puis aussi la réalité des milieux professionnels qui fait qu'on va de plus en plus être concerné par le fait de changer de métier au cours de notre vie. Oui. Donc on va potentiellement de plus en plus tous être concernés par la reconversion à un moment donné parce que les compétences évoluent, les métiers, les secteurs évoluent. Et donc au-delà des compétences transférables qu'il existe. L'idée, c'est de se dire qu'on a potentiellement la possibilité d'accompagner des gens vers leur nouveau métier, tout en formant des gens très motivés à rester dans notre entreprise. Mmh. Donc ça, en plus, il y a des outils. On les verra un peu après, mais je vous fais un petit teasing quand même. Si je donne un exemple, je parlais des personnes les profils expérimentés, comme on aime à les appeler maintenant, donc les personnes de 50 et plus, qui sont en plus statistiquement, de par l'âge aussi, plus touchées par les situations de handicap. Et aujourd'hui, l'OPCO vous accompagne pour recruter ce type de profil, puisqu'on a, on y va. Alors, je ne l'ai pas forcément mis là dans les slides, mais on va y revenir effectivement là sur l'aide aussi de l'État notamment. Mais sur les contrats pro que je cite, on est sur un reste à charge zéro pour l'entreprise pour les profils expérimentés. D'accord. Donc, c'est une disposition qui a été prise cette année par votre opérateur de compétences. Et du coup, ça peut vous aider aussi en termes de levier supplémentaire. Et peut-être pour compléter, effectivement, Nicolas a affiché l'aide de l'État. Vous pouvez revenir peut-être juste sur la slide d'avant, déjà avant sur les différentes aides, sur les différents points pour l'entreprise. Donc, je ne sais pas si la personne qui a la main sur la présentation peut revenir sur la slide juste précédente, qui peut vous donner un petit aperçu. Donc, il y a des aides financières, effectivement, pour vous sur l'alternance au global. Pour recruter des apprentis en situation de handicap. Mmh. Et les apprentis en situation de handicap, en l'occurrence, c'est la seule aide qui est restée à 6 000 €. Les autres ont connu une baisse cette année. Et pour recruter les personnes en situation de handicap en contrat d'apprentissage, c'est la seule aide qui est restée à 6 000 € pour les cabinets, quelle que soit la taille du cabinet. Voilà. Juste pour compléter le propos sur la reconversion, ce qui est aussi intéressant dans nos cabinets, c'est que on entend beaucoup le discours de il faut qu'on s'ouvre à des nouvelles missions, il faut qu'on s'ouvre à des nouvelles capacités, et que donc prendre des gens qui ont fait de la reconversion, prendre des gens qui ont des formations écoles, peut-être un petit peu à côté des pures formations comptables qu'on a traditionnellement dans nos cabinets, peuvent être aussi une opportunité d'ouverture. Et ça rejoint aussi la notion derrière de performance, c'est-à-dire qu'on peut, dans ce vivier-là, avoir des gens qui seront en reconversion purement comptable, mais on a aussi des profils qui peuvent être dans d'autres types de reconversion qui sont aussi, compte tenu de leur formation et compte tenu d'un passé précédent, peuvent être un bon complément pour toutes nos nouvelles missions. Mmh. C'est un peu ce que je voulais dire avant de passer à la thématique suivante. Sans vilain jeu de mots, on approche de la recherche du fameux mouton à 5 pattes, hein, qui va cumuler ses compétences et ses différents talents, qu'on a de plus en plus de mal à trouver lors de recrutement. Mmh. On a pris une avance par rapport à la slide, mais pour introduire le sujet, l'idée est de savoir, en fait, pour un expert comptable qui souhaite recruter autrement, quels sont les bons outils et les bons réflexes à avoir. Donc Caroline a amorcé le sujet en parlant des différentes aides, et je vous laisse toutes les 3 poursuivre sur cette thématique. Eh bien, si vous voulez, en complément, donc j'ai déjà évoqué l'aide de l'État pour les apprentis en situation de handicap. Il y a aussi des aides complémentaires. Donc là, j'insiste sur cette aide. Pour le coup, c'est la seule qui est restée à ce montant-là pour les personnes en situation de handicap en contrat apprentissage, et quelle que soit la taille de l'entreprise. Et si on avance sur la slide suivante, vous avez une autre aide qui est complémentaire et qui est celle de l'AGEFIP. Donc du coup, qui vous permet d'avoir une aide supplémentaire qui peut aller jusqu'à 3 000 € pour le recrutement d'une personne en situation de handicap.
Et pour ça, il faut donc elle est cumulable, hein, bien sûr, avec les aides de droit commun, donc l'aide de l'État que je viens d'évoquer. Et du coup, vous pouvez simplement bénéficier de façon dématérialisée via le site de la GFIP. Et pour justement vous aider à y penser, quand vous saisissez votre contrat en alternance, donc votre contrat d'apprentissage, là en l'occurrence sur votre espace en ligne MyAtlas pour la prise en charge du contrat, et ben en fait, quand vous cochez que la personne est en situation de handicap, il y a un pop-up qui apparaît et qui vous permet de faire le lien avec le site de la GFIP pour ne pas oublier de la réclamer, pour vous appuyer dans cette démarche. Donc ça, c'est vraiment les aides purement, on va dire, financières, mais il y a aussi des aides pour sécuriser le parcours pédagogique, hein, qui peuvent être mises en place, notamment par le CFA ou l'OFA qui demande une aide supplémentaire à l'OPCO pour sécuriser le parcours. Donc là, c'est hyper important. Notamment, on en reparlera tout à l'heure, hein, mais on l'a déjà évoqué sur le dialogue qu'il faut y avoir entre toutes les parties prenantes. Vous verrez que des fois, les aménagements que le CFA ou l'OFA va pouvoir mettre en place dans le parcours pédagogique peuvent permettre aussi à l'entreprise d'en savoir un peu plus comment aménager de son côté le poste de travail. Il y a vraiment des choses qui peuvent se faire de façon concomitante et se reposer sur ces personnes-là, c'est crucial. Pour compléter, pardon, sur les bons outils, vous avez aussi des structures pour vous aider à recruter. Caroline parlait des CFA. Effectivement, dans les CFA, ne pas hésiter à joindre les chargés de mission handicap qu'il y a maintenant de façon dans tous les CFA pour quand on recherche plutôt des profils apprentis. Vous avez Cap Emploi, qui est la structure de France Compétences maintenant, qui est intégrée, où ce sont des conseillers spécialisés dans le recrutement de personnes handicapées, qui ont aussi tout un panel de possibilités de faire des contrats à court terme pour, entre guillemets, tester la compatibilité de la personne avec votre équipe, avec le travail, etc. Pareil, dans les structures de reconversion, il y a aussi des gens qui peuvent vous présenter des profils. Et l'intérêt aussi, il y a aussi les écoles, je vais laisser la parole à Elisabeth dans 2 secondes, et il y a aussi le fait de retenir que ce soit dans les structures de formation ou que ce soit dans les structures de reconversion, ce n'est pas forcément des démarrages au 1er septembre, point barre. Il y a, notamment dans la reconversion ou dans les écoles, il y a aussi du 1er janvier et il y a aussi parfois du mars. Donc, ça peut être aussi, on peut, même si on est en décembre, il n'est pas forcément trop tard pour attaquer des recrutements pour la période fiscale. Et je laisse la parole à Elisabeth. Oui, moi j'aurais dû peut-être préciser aussi que je suis référente handicap du CFA de l'ESSEC, hein, qui existe, qui est un des premiers CFA dans les grandes écoles. Et donc, j'accompagne les entreprises qui me rencontrent pour recruter des profils en situation de handicap, ce qui permet d'avoir des temps d'échange assez longs où en fait je reçois des offres de stages, d'alternance, d'emploi que je peux partager directement à l'ensemble des étudiants en situation de handicap que j'accompagne ou cibler des programmes spécifiques des programmes académiques spécifiques qu'on aura prédéfinis avec l'entreprise et faire des échanges de CV et vous accompagner en fait dans les entretiens pour recruter vraiment le bon profil. Alors, recruter en stage, recruter en alternance ou recruter définitivement. Et je suis présente aussi justement pour voir comment on peut instaurer une continuité des aménagements du parcours académique à l'entreprise. Si ce n'est que, alors je souligne ces spécificités, c'est qu'effectivement, pour monter en compétence les étudiants, voilà, ils ont des examens, on a un certain nombre d'aménagements qu'on a dans le programme académique qui ne vont pas être demandés dans l'entreprise. Très souvent, on a une grande déperdition d'aménagements demandés à l'école qu'on ne retrouve pas du tout dans le monde de l'entreprise parce que ce ne sont pas les mêmes exigences. Donc voilà, mais en tout cas, je suis là pour faire la passation. Et peut-être aussi casser certains toujours biais ou dire mais c'est une étudiante déficiente visuelle, comment je vais l'intégrer à mon équipe ? Je suis un manager, comment je parle à mon équipe de l'intégration de ce profil en situation de handicap qui peut aussi créer des difficultés parce que
je ressens bien que dans certaines équipes, peut-être que l'intégration d'un profil en situation de handicap, ça va être un frein à la réussite de mes objectifs. Donc, avoir des temps d'échange assez réguliers pour démontrer que c'est possible et c'est possible dans de bonnes conditions. Alors, effectivement, vous avez les Cap Emploi, la GFIP, vous avez différents cabinets qui vont faciliter le recrutement de ces profils. Ce qu'offrent les écoles et plus particulièrement ce qu'offrent les SEC, c'est en fait d'avoir un échange un petit peu continu, que vous soyez déjà partie prenante dans la montée en compétences de ces profils, ce qui permet vraiment d'avoir des ajustements et qu'il y ait une meilleure connaissance de chacune des parties prenantes. Et on organise chaque année 2 open forums. Je dis open forum parce que en fait, on ouvre à tout candidat en situation de handicap. C'est des forums qu'on organise avec Cap Emploi, avec la GFIP, et où on ouvre à tous les étudiants en situation de handicap des grandes écoles, des universités, mais aussi à des personnes en reconversion professionnelle, puisqu'on a quasiment tous des centres de formation continue, où, hélas, on peut être surpris à tout moment par une forme de handicap et devoir revenir à une formation qui va nous permettre de revenir sur le marché du travail. Et les open forums, en fait, ESSEC se distinguent un petit peu des autres forums, puisqu'on est à 90% avec RQTH, puisque la RQTH n'est pas obligatoire pour nos étudiants. Voilà, reconnaissance travailleur qualifié handicap, je souligne à la demande de Christelle. Donc, 90% des profils sont RQTH, les 10% étant des étudiants qui évoluent dans nos écoles, mais qui n'ont pas l'obligation d'avoir une reconnaissance officielle pour bénéficier d'un ménagement. Et la spécificité, c'est que les entreprises me le disent chaque année, puisque le forum existe depuis 2012, on a cette spécificité d'offrir et de présenter des profils hyper qualifiés, puisqu'on va les sourcer dans les écoles, et c'est à 70% Bac plus 3 et plus, voire même plutôt des Bac plus 4. Donc, c'est un petit peu la spécificité du forum, et c'est aussi une opportunité pour vous de sourcer des profils qualifiés qui répondent peut-être à vos attentes. Mais au-delà de ce temps vraiment d'échange et de recrutement pur, moi, je souligne le fait d'avoir des échanges tout au long du parcours. Vous allez pouvoir effectivement embaucher, prendre des stagiaires en janvier, prendre des stagiaires en juillet, prendre des apprentis en septembre, prendre des apprentis en janvier. Voilà, mais co-construire ensemble cette embauche de façon à ce qu'il y ait le moins possible d'échecs et qu'il y ait un accompagnement vraiment fluide entre l'école et l'emploi. Tout à fait. Et moi, je veux bien rebondir aussi sur, parce que là, effectivement, Elisabeth souligne un point très important, c'est tout ce qui est partenariat et comment on peut justement activer des leviers. Et donc là, effectivement, les partenariats écoles en font partie. Tu évoquais Elisabeth et je pense que c'est important de s'y arrêter. Christelle aussi l'évoquait sur les possibilités de contrats courts. Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu évoquais, Christelle, spécifiquement, mais moi, je pense à l'immersion facilitée. Oui, l'immersion facilitée. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, vous avez… Alors là, pour le coup, ils ont simplifié beaucoup les choses puisque vous pouvez faire des conventions en ligne, donc c'est assez simple en fait à mettre en place. Et il y a plein de dispositifs comme ça qui existent. Je sais qu'en tout début de webinaire, on a évoqué par exemple le Duo Day, qui est un jour dans l'année. Et encore, ça s'est assoupli maintenant, on peut le déplacer pendant toute la semaine européenne pour l'emploi, qui a lieu tous les ans en novembre. Mais effectivement, en fait, si on élargit le scope, l'immersion facilitée, c'est un formidable outil pour se tester mutuellement, pas que pour les profils qui recherchent et qui souhaitent s'immerger pendant un temps dans une entreprise, sur un métier pour découvrir s'ils ont l'appétence pour, mais c'est aussi une très belle façon de vous tester sur où est-ce que vous en êtes, est-ce qu'il y a peut-être… des choses qu'il va encore falloir lever. Et en fait, c'est un apprentissage mutuel. On parlait de communication à plusieurs reprises, on a évoqué ce mot. Et là, pour le coup, on est vraiment là-dedans. On est dans un échange et un apprentissage mutuel. Donc, ces périodes, c'est un formidable outil de vous tester. Et même
pourquoi pas de les envisager en amont d'un contrat quel qu'il soit, hein, un CDD, un CDI, un contrat en alternance, peu importe. Mais ces immersions-là, ça permet vraiment d'apprendre à se connaître et à voir si le match peut se faire. Et d'ailleurs, en parlant de match… Et pour rebondir sur ce que tu dis, typiquement, parce que Elisabeth parlait tout à l'heure des fois des inquiétudes qu'ont les équipes en place à accueillir une personne porteuse de handicap, ça peut être aussi un bon moyen de lever les inquiétudes en se disant mince, je pars sur un CDI ou je pars sur une alternance de 2 ans et si ça se passe pas bien, comment ça va se passer? Et ça lève aussi les inquiétudes que peuvent avoir les équipes autour du fait d'accueillir une personne en situation de handicap, avec tous les clichés que les personnes peuvent avoir et qu'on peut tous avoir, tous les biais de clichés qu'on peut avoir en fonction du handicap de la personne. Et le plus souvent, c'est quand même des chouettes découvertes. Moi, je voudrais rajouter un point aussi, c'est que nos étudiants aussi, ou nos apprenants en formation continue, ont aussi des clichés sur vous. Hein. Donc, il y a de la réciprocité. Mais ça, c'est un point hyper important que tu dis, Elisabeth, effectivement. Voilà, il y a de la réciprocité. Est-ce que demain, je travaille dans un cabinet d'experts comptables voilà, comment ça va se passer? Est-ce qu'ils sont tous la tête dans le guidon, sur des tableaux? Est-ce que je vais passer énormément de temps sur Excel? Est-ce que voilà, il peut y avoir aussi plein de petits clichés qui arrivent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous donne régulièrement la parole. On vous donne régulièrement la parole pour présenter vos métiers, que ce soit en ligne ou en présentiel, ou lors de formations à nos étudiants directement. Où vous allez pouvoir présenter vos métiers, présenter votre politique handicap et ouvrir le champ des possibles à se dire finalement, tiens, en fait, cette entreprise, j'avais une idée totalement préconçue sur le métier d'expert comptable et peut-être que ma place, elle est là. Et voilà, en fait, c'est vraiment déconstruire d'un côté et de l'autre tout ce qu'on peut préjuger. Voilà. Et ça, c'est un point hyper important que tu évoques parce qu'effectivement, les préjugés sur les secteurs, nous, on le mesure bien à l'OPCO, hein, il y en a vraiment beaucoup. Il y a de multiples raisons sur les conditions d'accès aux métiers qui sont dans les secteurs concernés, mais il y a aussi beaucoup d'autocensure des personnes en situation de handicap qui ont eu un parcours pas toujours simple dans leurs études et dans leur vie, et qui pensent que c'est pas forcément fait pour eux. Donc, en fait, ils s'auto-brident. Et donc, Elisabeth a raison, il y a beaucoup de préjugés aussi dans l'autre sens vers les entreprises. Donc, c'est hyper important. Ces moments de dialogue et de rencontre, comme peuvent organiser, par exemple, les SEC et les différents temps forts. On vous a mis d'autres exemples. Après, vous verrez, de toute façon, vous aurez le support. D'autres exemples, d'autres partenaires qui peuvent vous appuyer à un moment donné. Et il ne faut pas hésiter à s'appuyer dessus, vraiment, pour le coup, pour avancer sur la thématique. Avant de passer à la thématique suivante, je vais m'adresser plus à Christelle, puisqu'on est sur les bons outils et bons réflexes à avoir. Est-ce que toi, sur ces 18 années, tu as rencontré des difficultés ou des écueils entre la première embauche et la suivante? Qu'est-ce que tu as fait, pas fait, ou que tu aurais pu éviter? Quels tips tu pourrais peut-être donner aux confrères qui nous écoutent? Ça va faire le lien avec la thématique suivante. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Peut-être, alors c'était dans ma vie antérieure au cabinet, mais on avait accueilli effectivement une personne porteuse de handicap en se disant, je l'ai dit entre confrères, ouais, on fait notre BA, on va accueillir une personne, et en fait, on n'avait pas du tout préparé sa venue, on n'avait pas intégré, et on n'avait pas non plus vu avec elle, alors comme c'était il y a 18 ans, il n'y avait pas forcément non plus la même ouverture au handicap, et ça ne s'est pas très bien passé parce que les tips, et ça rejoint la thématique suivante, pour moi, il y a 2 choses. Alors, on ne peut pas demander à une personne qu'on reçoit porteuse d'un handicap quel est son handicap. Mais par contre, on peut tout à fait demander les aménagements dont elle a besoin. Et quand vous allez demander les aménagements dont elle a besoin, vous allez rapidement comprendre son type de handicap, premièrement. Et deuxièmement, il ne faut pas hésiter à en parler avec l'équipe qui va accueillir.
Il y a plein de gens dans ces domaines-là qui peuvent aussi vous aider, dans le sens où, dans ta question suivante, on va parler peut-être des profils atypiques. Et ben, ces profils atypiques, parfois, ils sont accompagnés, que ce soit au sein de leurs écoles par des gens comme Elisabeth ou au sein même de leur vie privée avec des job coachs, des éducateurs spécialisés, voilà, il y a tout plein de profils. Et de ne pas hésiter, en fait, à ce que les gens se rencontrent avant l'arrivée de la personne, voire rencontrent la personne. Hein. Ça peut être, on fait, alors là, c'est passé, on fait un Beaujolais ou on fait une festivité de fin d'année. C'est peut-être de l'accueillir pour tout de suite déconstruire un certain nombre de préjugés qui peuvent se faire en se disant, on accueille un profil atypique. Et si je fais mal, parce que souvent, c'est pas forcément de la méchanceté ou de l'inquiétude, c'est juste une inquiétude de mal faire. Oui. Et donc aussi de demander quels aménagements, et ben ça permet aussi que la personne elle arrive dans des conditions qui soient les plus favorables à son travail et que les gens qui sont autour savent qu'il va y avoir cet aménagement. Oui. Vous avez des fois alors pas forcément dans des écoles comme la tienne, Elisabeth, mais par exemple au collège ou au lycée, des étudiants qui vont dire ouais, mais lui il est avantagé parce qu'il a un scribe, ouais, mais lui il est avantagé, il a le droit à son ordinateur. On peut retrouver un petit peu ce genre de réflexion aussi dans le monde d'entreprise un petit peu différemment. Oui, on lui a aménagé ses objectifs, oui, on lui a aménagé ce genre de choses. Et pour moi, l'écueil principal, c'est de ne pas dialoguer. D'accord. Tout à fait. Tout à fait. Et juste, si je peux rebondir sur ce que Christelle vient de dire par rapport aux spécificités. Récemment, en échangeant avec des entreprises, cette notion de spécificité, elle est revenue par rapport appliquée au geste managérial, c'est-à-dire, en fait, prendre cette habitude de poser la question: de quoi avez-vous besoin pour travailler dans de bonnes conditions? Et en fait, si on dézoome un petit peu de notre thématique, c'est une question qu'on pourrait très bien poser à tout le monde. De quoi avez-vous besoin pour travailler dans de bonnes conditions? Ça s'applique à tout. Ça s'applique à des parents qui sont nouvellement parents et qui ont des jeunes enfants et qui ont peut-être des contraintes que d'autres n'ont pas. Ça s'applique à des personnes en situation de handicap pour d'éventuels aménagements de poste, etc., etc. Et en fait, cette notion de geste managérial, finalement, on comprend quel bénéfice elle peut apporter à tous. Et là, je ferai le lien avec ce que Christelle a évoqué en tout début de webinaire. Elle a adapté son environnement de travail parce qu'elle a l'habitude de travailler avec des personnes en situation de handicap. Bon, la période qu'on a tous adorée, bien sûr, est arrivée, le Covid, et chamboulement dans la méthode de travail, télétravail pour tout le monde. Elle était prête. Évidemment, personne ne souhaite que ça se reproduise, mais vous voyez l'idée. En fait, de quelque chose qui peut sembler innovant ou atypique est ressorti quelque chose de positif. Et c'est la même chose quand on parle de spécificité. Et du coup, quand on rentre dans cette relation à l'autre, de tout simplement se renseigner sur de quoi a-t-il besoin pour bien fonctionner. Et en fait, on se rend compte que on va fluidifier les choses pour tout le monde. Et puis, on va se parler. C'est ça. Moi, je voulais ajouter quelque chose parce qu'en fait, souvent, on nie aussi tout ce qui est innovation technologique qui aide nos étudiants en situation de handicap à performer, mais à performer aussi dans l'emploi. Moi, je fais un petit rappel sur les aménagements qu'on met dans les écoles. On met souvent des temps majorés, ce qu'on appelle communément des tiers-temps, des doubles tiers-temps. On peut avoir des aides humaines avec un scribe, mais c'est assez rare. On met des salles isolées parce que certains ont besoin d'être concentrés ou vont mettre un casque pour s'isoler du bruit et se concentrer. Ils utilisent beaucoup des applications Zoom, ou d'autres applications, notamment je pense au 10. Mais finalement, nous, on a un volet entrepreneuriat très important. Je me rends compte, comme le disait Caroline, que toutes ces innovations technologiques à la base créées pour des personnes à besoins spécifiques, on les utilise tous. Voilà. Et que ça devient un bienfait pour l'ensemble de la communauté. Voilà, il y a l'exemple concret qu'on utilise régulièrement de la télécommande, qui a été faite pour des personnes à mobilité réduite. Mais finalement, je me rends compte que des tas d'applications ont été créées à la base pour des personnes en situation de handicap et sont utilisées en entreprise de façon commune. Et que quand un étudiant ou une personne en situation de handicap intègre l'entreprise, lui, il a déjà toutes les clés de ces applications qui lui permettent de performer. Et comme le disait Christelle, moi, quand on a basculé dans le 100% en ligne pour nos cours,
les étudiants qui ont été les plus opérationnels, ça a été, entre guillemets, les miens. Parce qu'eux, ils étaient déjà très rodés à passer en ligne, à se servir d'applications. Et ils ont été beaucoup plus performants et l'adaptation a été beaucoup plus rapide que plein d'autres étudiants pour qui, d'un seul coup, ne plus communiquer ou ne communiquer que par le biais de l'ordinateur, c'était vraiment très compliqué. Mmh. Ce que l'on peut retenir par rapport à, l'expérience de Christelle, ce que l'on pensait pouvoir voir comme une contrainte de l'extérieur lui a permis d'être en avance par rapport à une flexibilité, pour répondre aux problématiques du covid et de manière générale, les outils et les bons réflexes, c'est de ne pas, uniquement voir l'aspect indemnisation financière parce que l'aménagement, C'est ça. est de l'environnement est un fait. Il y a l'indemnité et l'aide qui est à côté. Mais ce qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est l'accompagnement de l'humain, de façon à ce que les équipes et le manager ou le dirigeant accompagnent au mieux, ce profil atypique pour éviter en fait des maladresses plus au niveau de l'accueil, sans vouloir, lui nuire. Alors, éviter les maladresses, il y en aura, et il y en a avec que les gens soient atypiques ou typiques. Il faut juste Oui. dire qu'il n'y a rien de dramatique. Je veux dire, il y a pas, comment expliquer? Il n'y a pas de choses particulièrement plus embêtantes ou plus dangereuses parce que la personne que vous allez recruter, elle a un profil atypique plutôt qu'un profil typique. Des erreurs, vous en ferez. On Oui. en fait et on en fera tous et on en fait tous. Le tout, c'est vraiment le terme m'échappe, mais c'est vraiment de ne pas monter les choses en épingle et puis communiquer. Voilà, communiquer, Donc ça peut être voilà, la communiquer avec la communication. personne. Si c'est un profil très atypique, je vous dis, il y a des job coachs, il y a des référents, il y a, voilà, qui, eux, peuvent vous aider. Il y a préparer son arrivée aussi, parce qu'effectivement, pour vous faire sourire, j'ai aussi des clients qui accueillent des personnes en situation de handicap, et notamment dans une des mutuelles que j'accompagne, on a un actuaire qui est effectivement avec un syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme. Et une fois, une des personnes vient me voir en me disant « Non, mais vraiment, ce collègue, j'en peux plus, parce que là, franchement, je râlais après mon mari, et il m'a dit, puisque j'étais pas contente, il fallait que j'en change. » Bon, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ont compris ce type de profil, qui n'ont pas forcément de filtre, mais il suffit de lui dire « Oui, mais dans les faits, si tu as dit ça, c'est parce que tu n'arrêtes pas de te plaindre. » Donc, il n'a pas mis le filtre qu'il fallait, ok, mais de l'autre côté, ce n'est pas la peine de lui en vouloir pour ça, il faut passer à autre chose, ou alors prendre le temps de lui expliquer simplement, de lui dire, tu sais, tu as dit ça parce qu'effectivement, je me plains, mais tu sais, finalement, c'est peut-être un peu dans mon caractère de me plaindre et de ronchonner. Voilà, donc c'est aussi des ouvertures à avoir, c'est vraiment une attitude un petit peu permanente, et pour avoir chez ses clients et faire aussi chez ses clients de l'accompagnement indirectement, il y a beaucoup plus de bonnes surprises que de mauvaises surprises, mais dans les faits, des erreurs, il y en a toujours. On a beau essayer de se blinder, de faire tout et de mettre… regardez, nous, on a fait des tests de caméra pendant je ne sais pas combien de temps, et la caméra, elle ne marche plus. C'est exactement pareil avec le fait d'accueillir des personnes qui ont des difficultés. Excellent exemple. Vous ne verrez jamais le scud arriver, mais de la même façon qu'il arrive avec un employé qui va être dans un profil plus typique. Donc, personne n'est parfait et on a tous le droit à l'erreur. Moi, je voudrais rajouter aussi que, alors c'est assez étonnant parce que pas trop dans le monde de l'expertise comptable, mais je pense bien que je ne suis pas du tout dans ce métier, mais qu'il y a des périodes de clôture où vous allez travailler 10 heures, 12 heures par jour, etc. Et moi, je me suis rendu compte que dans certains métiers, les étudiants deviennent un petit peu des régulateurs parce que ils me rappellent et puis ils me disent non mais en fait là je travaille plus de 10 heures par jour et tout ça, est-ce que tu peux échanger avec mon manager ou échanger avec la référente handicap de l'entreprise? Et je discute avec la référente handicap de l'entreprise ou avec le manager et il me dit non, mais en fait, Elisabeth, tu as raison, c'est pas possible. Il faut qu'on change nos méthodes de travail. On ne peut pas travailler 12 heures par jour pendant toute une semaine. Et en fait, ça peut être aussi des sources d'évolution managériale pour dire comment on peut organiser le travail de façon à ce que tous s'y retrouvent
dans les missions qui leur sont allouées sur la journée, est-ce qu'il faut qu'on fasse plus appel à d'autres outils qui nous permettent des gains de temps? Est-ce qu'il faut qu'on embauche? Est-ce qu'il faut qu'on répartisse les tâches différemment? Et quelquefois, oui, la personne en situation de handicap qui intègre une équipe peut être un espèce de régulateur ou un révélateur en fait de certains dysfonctionnements managériels. Alors, je ne dis pas négativement, hein, mais juste apporter une lumière différente sur l'organisation du travail qui très souvent peut être très positive. Comme j'ai des intervenants plus que performantes, on a indirectement répondu à la thématique suivante qui était plutôt tournée sur comment aider les cabinets à dépasser les préjugés, reconnaître la Oui. valeur des différents parcours, justement avec cette crainte sur le manque d'expérience face à ces parcours atypiques. On a avancé sur la présentation des slides afin d'afficher un récapitulatif justement des partenaires et des actions qui peuvent répondre à ces différents besoins sur l'aspect institutionnel au niveau des cabinets, les différents organismes qui peuvent intervenir. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelques mots sur les différentes structures qui sont citées. Tout à fait. Moi, j'aimerais bien ajouter un mot qui serait complémentaire, parce qu'on a déjà dit en fait beaucoup de choses sur les partenariats qui sont, vous l'avez compris, le dialogue, les partenariats, on le répétera jamais assez. Et si je devais citer un exemple qui peut vraiment vous aider, qui fait un peu écho aussi à des choses qu'on a évoquées, c'est les outils que propose la GFIP. Parce qu'il y a un certain nombre d'outils sur étagère qui sont dispo pour justement aider les structures qui n'ont pas forcément le temps ni les moyens humains de mettre en place des actions de sensibilisation. Voilà. En fait, il y a des outils qui existent pour vous aider sur le sujet. Si justement vous savez que vous allez accueillir une personne en situation de handicap, vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, vous avez des modules d'auto-formation qui vous permettent de prendre quelques connaissances sur la thématique. Encore une fois, là, il n'y a pas de volonté d'exhaustivité, mais vous y trouverez un certain nombre d'éléments très intéressants. Moi, je vais vous citer un exemple d'un module que j'ai testé il n'y a pas longtemps, qui fait partie des nouveaux modules qui sont sortis et qui fait écho à quelque chose qu'Elisabeth a évoqué. C'est un des modules qui a été créé avec une association spécialisée sur la surdité qui s'appelle Signe de Sens et qui est basée en Hauts-de-France. Et le module qui est sorti sur la plateforme de la GFIP, donc elle est accessible à tous, cette plateforme est sans frais, tout est gratuit. Donc ce module, il est assez court, donc ça se fait très bien dans une journée de travail. C'est le module qui s'appelle la conception universelle. Donc il est un peu trompeur parce que son auteur nous démontre aussi que la conception universelle n'existe pas, mais qu'on peut parler de conception universalisante. L'idée simplement de se dire qu'on va penser à tout le monde quand on va créer quelque chose. On va penser à toutes les diversités. Et en fait, quand on agit comme ça, on se rend compte qu'il y a des très belles choses qui se passent. L'invention de la télécommande, l'invention de l'économe pour éplucher les légumes, qui a été inventée par un mari qui voulait que quand ce soit ou lui ou sa femme qui fasse la cuisine, comme sa femme, elle avait un problème aux mains, qu'elle ne souffre pas, et que lui ou elle puisse cuisiner sans se faire mal aux mains. D'accord. Donc, il a inventé cet objet pour ça. Et il y a d'autres exemples, les baskets à scratch, etc. Et en fait, tout ça pour faire un lien effectivement avec l'emploi et ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, quand on pense à tout le monde, on rend service à tout le monde. Et en plus, l'expérience, elle est en général mieux vécue par tous. Un autre exemple, des entreprises qui ont observé qu'un de leurs salariés avait besoin d'un bureau assis debout parce qu'il y avait des douleurs dorsales récurrentes, pour peu importe la situation à l'origine, mais c'était une des recommandations de l'ergonome. Et en fait, ils se sont aperçus que ça, oui, il y avait un investissement à faire au début de proposer ça à leurs 5 salariés du bureau, mais au final, ils l'ont mis pour tout le monde et ça a rendu service à tout le monde. Pas parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait de différence entre les uns et les autres, mais c'est qu'ils se sont dit, mais au fait, moi aussi, ça me ferait du bien de me lever un peu de temps en temps parce qu'on est assis tout le temps, toute la journée. Et en fait, on va les mettre aux 4 autres collègues qui sont aussi dans l'espace. Et en fait, ça a été très apprécié. Donc, en fait, on voit que quand on pense
à tous les spécificités des uns et des autres, on peut rendre service à d'autres. Donc là, je vous ai cité un module parce que moi, il m'a particulièrement marqué, mais il y en a plein d'autres. Il y a comment on accueille un alternant en situation de handicap quand on est tuteur ou maître d'apprentissage. Ça peut vous servir. Surtout que, au final, pour avoir aussi suivi ces modules, je peux vous dire que même si on n'a pas un alternant en situation de handicap, en fait, ils sont hyper instructifs. Il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas, parce qu'il y a plusieurs situations qui sont citées, la neurodiversité, les situations de handicap sensoriel, etc. Et ils citent des exemples. Encore une fois, il n'y a pas prétention à l'exhaustivité. Mais ils vont citer quelques exemples de situations, ils vont se dire, bah là, comment est-ce que le tuteur ou le maître d'apprentissage aurait pu faire pour que ça se passe bien? Et ben, ils donnent des exemples d'aménagement. Et ça peut se mettre en place dans un CFA, mais ça peut se mettre en place en entreprise. Et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui peuvent rendre service à tout le monde. De toute façon, il y a des études qui ont montré, notamment dans le milieu scolaire, que de recevoir, par exemple, des enfants qui ont des, on va dire, des autismes, rendait les classes plus performantes parce que la décomposition des instructions, parce que la façon d'expliquer un petit peu différente faisait qu'au global, il y avait une meilleure compréhension collective dans la mesure où finalement, quand on lance des consignes, il y a un certain nombre de gens qui ne comprennent pas tout, qui font soit des choses par habitude, soit des choses par imitation, et que dans ce cas-là, d'expliciter avait accru la performance des classes. Ah, voilà un mot que j'adore, expliciter. Je vais aussi vous partager une tranche de vie professionnelle qui date de la semaine dernière, jeudi et vendredi, avec notre collectif de travail à Lobco, parce qu'on est une entreprise comme les autres. On a eu 2 jours de formation sur l'intelligence collective. Et moi, il y a une des choses que j'ai particulièrement appréciées, parce qu'on a tous besoin toujours de mieux travailler ensemble, donc ça, c'est la vie du collectif. Et il y a un passage que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'on a justement parlé de lever l'implicite. Et il se trouve que pour les personnes en situation de neurodiversité sur les TSA, par exemple, donc les troubles du spectre autistique, eh ben, une des spécificités, ça peut être justement qu'il peut y avoir une grande nécessité à expliciter les choses, à être très clair et à ne pas rester dans l'implicite. Et ben, la semaine dernière, on n'a pas parlé typiquement de la neurodiversité, hein. On a parlé d'intelligence collective. Et en fait, on s'est dit, mais il faut qu'on lève beaucoup plus l'implicite, parce qu'il y a des choses, on part du principe que c'est su par tout le monde, et en fait, on s'aperçoit que non. Et donc, lever l'implicite, ça fait partie des choses qui peuvent vraiment rendre service à tout le monde et rendre des situations de communication beaucoup plus fluides, parce qu'on va clarifier les termes qu'on utilise pour nous et pour la personne à qui on s'adresse. Et donc ça, au final, ça rend service à tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est bien toujours d'élargir sur, au final, la vie en collectivité. On s'aperçoit que là, expliciter beaucoup plus les choses, au final, voilà, entre ce qu'on exprime, ce que la personne va comprendre et ce qu'on voulait vraiment dire, il y a toujours un cap. Et plus on va expliciter, plus on va être clair et plus on va éviter que la situation de communication ne réalise pas son objectif. Oui. Je voulais ajouter une chose. Alors, on le fait à l'ESSEC, mais je sais qu'on le fait aussi à Grenoble École Management ou dans d'autres écoles, voire universités. Nous, on a créé dès 2015 un certificat handicap et talent pour former nos étudiants globalement futurs managers à la loi de 2005, au fait d'inclure dans une équipe une personne en situation de handicap, comment on procède, que dit la loi, voilà. Enfin, c'est tout un programme de 12 conférences en ligne complètement bilingues, avec des approches transverses. Et moi, je veux dire qu'après cette formation, ça libère la parole de staff, d'étudiants, puisqu'on ouvre ce certificat à toute la communauté ESSEC, ça libère la parole et d'un seul coup, la référente handicap staff va avoir des déclarations. Tout comme moi, je vais avoir des étudiants qui sont venus me voir, qui me disent, en fait, j'ai intégré une grande école, j'ai jamais osé déclarer que j'avais besoin d'aménagement parce que j'avais peur d'être stigmatisée, etc. Et finalement, libérer la parole, c'est aussi important. Et le fait d'intégrer au sein de vos entreprises, que ce soit sous format stage, alternance ou juste sur une semaine avec un Vie ma vie ou d'autres expériences proposées par les universités et les écoles, ça va permettre aussi de libérer la parole au sein de vos entreprises. Et peut-être que vous allez avoir des salariés qui jusqu'à maintenant n'ont pas osé, qui vont venir voir les RH et dire, en fait, moi j'ai ça. Et parce que
au-delà du recrutement, il y a aussi le maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap qui n'osent pas se déclarer au fil du temps. Et plus on parle de ces sujets, plus ça aide à libérer la parole. Et où moi, j'ai cette difficulté, ou alors moi, j'ai entendu aussi des gens ou même des clients qui sont venus me voir en me disant j'ose pas le dire à mes collègues, mais moi, je suis un aidant. C'est-à-dire que j'ai un enfant en situation de handicap, j'ai un parent en situation de handicap, j'ai un conjoint en situation de handicap. Et c'est vrai que c'est aussi parfois en entreprise, les gens n'osent pas dire qu'ils ont des difficultés avec leur enfant, leur mari ou leurs parents. Donc, ça ouvre aussi la parole de ce côté-là. Alors, nous, on a fait une conférence sur les aidants, sur les proches aidants, parce qu'on est très engagés, parce qu'on a aussi des étudiants proches aidants, mais on a aussi des staffs proches aidants. Et alors, je ne l'ai pas emmené avec moi, mais il y a les 8 compétences des proches aidants qui, effectivement, en exemple concret, si vous voulez, un proche aidant, que vous soyez plus spécifiquement parents, parce que ça concerne un petit peu moins les jeunes, mais quand vous êtes parent proche aidant, vous connaissez le dossier médical, vous connaissez les rendez-vous à la pharmacie, vous connaissez les étapes de tous les rendez-vous. En fait, vous développez automatiquement une vision hyper systémique de toutes les problématiques. Vous développez une forme d'agilité exceptionnelle. En fait, ça rejoint souvent les capacités un petit peu atypiques d'une personne en situation de handicap. Mais il est vrai que ça peut libérer aussi la parole de proches aidants. Alors, les proches aidants, il y a quand même le double impact qu'ils n'osent pas trop non plus, parce qu'ils ont toujours peur qu'on leur dise « mais en fait, si je suis proche aidant, je vais être plus absent, plus… C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai que oui, c'est aussi un volet. Ça fait aussi partie des profils qu'on peut engager en cabinet. Je pense notamment, moi j'ai aussi engagé à des périodes données, par exemple des mamans ou des papas qui avaient arrêté leur emploi pour s'occuper d'un enfant lourdement handicapé et qui se remettaient, celui-ci étant en établissement, celui-ci abordant l'âge adulte, retournait à une vie professionnelle. Et effectivement, ça fait partie de profils atypiques et ça fait partie des profils atypiques qui sont très riches. Pour pouvoir poursuivre, l'heure joue contre nous. On va essayer de consacrer une dizaine de minutes aux 2 thématiques restantes. Nous avons vu les réflexes à avoir en amont de l'embauche des différents profils, les outils. Mais une fois que les talents en fait sont recrutés, on a déjà commencé à aborder le sujet. Cette thématique, c'est de savoir comment favoriser leur fidélisation. Quelles sont, selon vous, les clés pour créer justement cet environnement où les collaborateurs en situation de handicap, ou toujours en reconversion, peuvent se sentir pleinement engagés sur la durée? C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pense qu'il ne faut pas, vraiment hésiter à dialoguer, à expliquer qu'il y a une personne qui va arriver à expliquer les aménagements dont elle aura besoin. Expliquer, enfin voilà, parler, ouvrir la parole, permettre aussi éventuellement des endroits où la personne porteuse de handicap peut s'exprimer, où les collaborateurs peuvent s'exprimer, ne pas avoir peur de faire des erreurs, parce qu'on en fait tous, on en fera tous, et c'est pas parce que la personne elle est porteuse de handicap qu'elle peut pas entendre des choses, qu'elle ne peut pas expliquer des choses. Enfin voilà, franchement, c'est pour moi le levier, c'est vraiment à la fois c'est expliquer et parler autour. Et puis moi, j'ai l'habitude, en fait, je suis toujours étonnée quand on me demande qu'est-ce qu'on met en plus ou qu'est-ce qu'on fait, parce que finalement, je vais dire un gros mot, c'est des salariés comme les autres, point barre. C'est-à-dire qu'ils ont une spécificité. Moi, c'est pour ça que la caméra marche plus. Moi, je suis bien ronde, et c'est aussi une spécificité. Puis j'ai des lunettes, c'en est une autre. Enfin voilà. Donc, il y a des gens chez qui il y a un problème de communication sur de l'implicite. Il y a des gens qui n'entendent pas bien. Il y a des gens qui voient pas bien. C'est des salariés comme les autres. Et puis, l'évolution du monde du travail dans les cabinets montre que finalement, les profils atypiques, il y en a peut-être plus que des profils typiques aujourd'hui. Ou en tout cas, des gens qui réagissent plus comme on le faisait il y a 20 ans. Donc, franchement, un salarié handicapé, j'ai envie de dire, c'est un salarié comme un autre avec ses spécificités, point barre, quoi.
Moi, c'est vrai que ça me rappelle une conférence récente que j'ai eue sur le campus de comment se défaire de la folie des biens portants. Et en fait, il y avait deux voies, enfin, il y a trois voies possibles, et il y avait deux voies. En tout cas, c'était celle de considérer une personne en situation de handicap avec une extrême empathie, voire trop d'empathie, voire trop de bienveillance, et finalement, toutes les compétences de la personne s'effacent au profit de sa situation de handicap. Donc finalement, compétence n'existe plus. Ce qu'il définit, c'est son handicap. Bon, c'est sûr que c'est pas la bonne voie. Il y a l'autre extrémité qui est oh là là, où est la référente handicap? Je veux surtout pas entendre parler de ce profil parce que ça me renvoie à mes propres potentielles fragilités, à ma propre mortalité, voire etc. Mes propres déficiences, pas possible. Et en fait, bon, évidemment, comme vous l'avez compris, la bonne voie, c'est celle du milieu. Et moi, je dis juste que demain, vous embauchez un profil en situation de handicap, bah, c'est une personne comme une autre. Il peut vous l'embaucher pour ses compétences. Si les compétences sont en rendez-vous et que les aménagements ont été mis en place et que la compétence, voilà, il n'évolue pas et il ne donne pas les résultats escomptés, il est à gérer comme n'importe quel salarié, comme le disait Christelle. Voilà. On est dans des profils, voilà, où bien évidemment, handicap ou pas handicap, on peut avoir aussi des traits de caractère qui ne correspondent pas à l'entreprise. Juste vraiment se référer à avoir une attitude bienveillante, sans trop d'empathie, fixer des objectifs précis, avoir des échanges clairs avec la personne concernée et définir un tracé où voilà, chacun a son rôle à jouer et faire appel éventuellement au référent handicap du CFA si c'est un apprenti ou à la référente handicap de l'entreprise aussi qui peut apporter des aides, des aménagements de poste et un complément au manager qui peut être aussi un petit peu démuni dans certaines situations. Et je vais faire de l'humour. Finalement, c'est comme accueillir aujourd'hui des générations plus juniors qui ne savent pas porter de handicap, mais qui ont besoin aussi, voilà, qu'on les écoute un petit peu plus, qui ont envie de s'exprimer, qui ont des envies. Et de toute façon, voilà, c'est juste une diversité humaine qui existe avec laquelle il faut faire et le handicap ne doit pas faire peur. Oui, l'handicap générationnel n'a pas été mis dans la première slide sur les handicaps à vie. Ça, c'est pas mal ça. Mais c'est vrai que c'est très. Enfin, moi, je peux que aller dans le sens de ce que Christelle et Elisabeth ont précisé. Le simple rebond que je pourrais faire, c'est aussi en termes de transposition, se dire que on sera peut-être tous amenés, on traverse tous dans notre vie des situations de vulnérabilité, et simplement se rappeler ça. Parfois, ça permet de mieux anticiper la façon dont on peut voilà, interagir avec les collègues, avec les salariés avec lesquels on travaille et simplement se dire que ça peut tous nous concerner à un moment donné. Alors, un deuxième rebond, puisque c'est vrai qu'un peu plus tôt, nous avons utilisé l'acronyme de RQTH. On a abordé le cas de figure d'une personne qui sera en situation de handicap pour rester sur ce profil-là avant le recrutement, mais il ne faut pas oublier qu'une personne, entre guillemets, valide peut, elle, être confrontée en cours de parcours professionnel ou de vie à un accident et pour le coup, je laisse... C'est un parfait rebond, effectivement, Nicolas. C'est ce on voulait que aborder j'évoquais un exemple. Est-ce que quelques mots sur cet exemple d'Hélène à 45 ans qui a cet accident de travail? Alors simplement vous dire, bon, on vous a remis un certain nombre d'éléments dans les slides. Volontairement, on a choisi avec tous les co-animateurs de ne pas voilà, les faire défiler une à une. Vous aurez toute la matière, mais on s'est dit que l'exemple, ça pourrait être intéressant pour montrer un peu toutes les diversités de situations, parce que oui, Nicolas rebondit sur quelque chose de très juste. On peut tous être confrontés demain à une situation de handicap. Donc là, on a mis l'exemple d'Hélène qui a 45 ans et qui effectivement a eu un accident du travail dans son autre, dans sa vie professionnelle, et ça a conduit à une incapacité de 10%.
qui fait qu'elle se retrouve dans une situation où elle doit se reconvertir. Ce n'est pas toujours obligatoire. Des fois, il y a justement des aménagements en interne ou même des fois des évolutions de poste, des changements qui peuvent faire que ça se passe très bien, même s'il y a cette spécificité qui entre en ligne de compte. Mais il se trouve qu'Hélène, avant, elle travaillait dans l'administration. Elle aime beaucoup les nouvelles technologies et c'est vrai qu'elle aimerait se reconvertir. Donc, elle peut bénéficier de plusieurs types de contrats. Le contrat d'apprentissage en fait partie, puisqu'en fait, le fait qu'elle ait eu un accident du travail et cette incapacité permanente fait qu'elle fait partie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Alors, on n'est pas revenu sur tous les acronymes qui gravitent effectivement autour de la situation de handicap, mais le fait qu'elle soit bénéficiaire de l'obligation d'emploi, maintenant, il y a eu un assouplissement au niveau administratif, ça lui donne de fait les mêmes, on parle d'une équivalence de droit à la reconnaissance de qualité de travailleur en situation de handicap. Et donc, du coup, elle va pouvoir, sans démarche supplémentaire, autre que ce qu'elle a mis en place suite à son accident et à l'incapacité permanente, elle va pouvoir accéder au contrat d'apprentissage aménagé qu'on évoquait. Donc, allongement potentiel de la durée de parcours, accès aussi à tous les aménagements, aux aides financières, enfin voilà. Et donc ça, c'est une facilité administrative qui est récente. Elle date de l'année dernière, donc c'est vraiment tout récent. C'est avec la loi pour le plein emploi de décembre 2023 qu'elle a été rendue possible. Donc c'est un exemple concret. Encore une fois, pas de volonté d'exhaustivité, mais c'est pour vous montrer la pluralité des situations. Et effectivement, Nicolas l'a dit, ça peut survenir à n'importe quel moment. Et même, je dirais même plus, il n'y a que 15% des handicaps, des situations de handicap qui sont de naissance. Oui. Donc ça vous donne un peu le spectre de tout ce qui peut se passer après. Et du fait qu'effectivement, ça arrive plutôt en cours de vie. Et comment est-ce qu'on peut rebondir ? Au niveau de la formation, au niveau de l'embauche, il y a des choses qui existent pour rebondir, justement. Et pour compléter, et pour compléter sur la reconversion, juste quelque chose qu'on n'a pas dit, mais je pense que ça peut intéresser les confrères. Quand on a un cabinet où on a 1, 2, voire 3 collabs, il y a aussi, en fait, quand on prend les centres de reconversion professionnelle proposent des formations qui peuvent aller sur 12 mois, 18 mois, 24 mois. Et en fait, le coût pour le cabinet est de 0, puisqu'en fait, ce sont des personnes qui sont rémunérées par l'État dans le cadre de leur reconversion. Et donc, ça peut être aussi un moyen de sauter un peu plus le pas en se disant, mais là, en plus, moi, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre d'avoir le coût même d'un apprenti. Alors, on va dire, ce coût, il est peut-être faible, mais il existe. Il y a aussi le coût de formation qu'il y aura de toute façon, mais il y a un coût financier qu'il n'y a pas. C'est fait sous forme d'une convention, c'est pas un contrat de travail. Donc, on a aussi du dialogue avec les gens qui travaillent à l'intérieur pour dire j'ai aussi des soucis avec cette personne. Voilà, ça se passe pas comme je pensais. Comment on peut avancer ? Et c'est peut-être plus facile de discuter dans ces structures-là que parfois avec certains CFA ou pour faire améliorer les choses. Et en tout cas, le coût est de 0 pour le cabinet. Et parfois, ce n'est pas négligeable sur certaines tailles de cabinet. Alors, effectivement, l'aspect financier, en tout cas, aborder l'aspect financier est important. Alors, non pas pour ne plus aller vers Elisabeth pour aller recueillir ces étudiants, mais ça peut être une piste de réflexion par rapport au profil reconversion sur l'aspect économique. Autre aspect, c'est que dans cette situation par rapport à Hélène, logiquement, il y a une aide financière pour l'aménagement de poste et si je ne dis pas de bêtises, par rapport à la RQTH, on a également des allègements de cotisations sociales qui sont décidés par rapport au pourcentage ou en tout cas le taux d'handicap qui est considéré par l'administration sociale. Non. Elle n'existe plus ? Non, elle n'existe plus. Autant pour moi. Alors, pour aborder sur notre dernière... Nicolas, tu l'as en fait, oui, tu l'as, mais pas pour des salariés classiques. Enfin, pas pour des salariés en entreprise, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Tu auras des réductions de charges sociales, mais plus des choses qui sont liées à l'impôt sur le revenu, sur l'embauche de personnes à domicile, par exemple. D'accord. Merci pour la précision. Tout bouge tellement vite que c'est important
de se refaire des points. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, hein, de toute façon. Exactement. Alors, nous avons vu l'avant, le pendant, maintenant c'est l'après, sur cette dernière thématique. C'est plutôt être, visionnaire à 5 ans, comment on peut imaginer, l'évolution du recrutement dans la profession comptable, hein, puisqu'elle nous concerne directement et quelle serait la place de l'inclusion, du handicap et de la reconversion, en fait, dans les pratiques de demain. Mmh. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plus en plus de jeunes porteurs de handicap ou de personnes reconversion qui aujourd'hui rentrent sur le marché du travail. C'est-à-dire que le fruit de la loi de 2005 et le fruit de ces dernières années, ça a été beaucoup d'investir sur le système éducatif. Alors, qui est très, 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 très imparfait, on est bien d'accord, mais il n'empêche qu'il y a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui sortent avec un bac, qui sortent avec même un CAP, avec un bac+2, bac+3, bac+4, qu'il y en avait avant, ne serait-ce que parce que les écoles sont aujourd'hui aménagées pour les personnes qui sont porteurs de handicap physique. Sur le handicap psychique, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pas toutes les écoles, c'est la galère pour les parents, on en convient bien. Mais le fait est, c'est que petit à petit, à très très petits pas, on arrive de plus en plus à ce que les enfants arrivent à des diplômes. Et donc, si ces enfants et ces jeunes ou les personnes en reconversion qu'avant on disait, bah, tu as ton handicap, tu restes chez toi. Aujourd'hui, il y a quand même ces structures de reconversion qui font que, à ce jour, il y aura de plus en plus de personnes qui vont rentrer sur le monde du travail. Donc, j'ose espérer qu'à 5 ans, nos cabinets s'ouvrent à l'inclusion. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Qu'il y a, comme partout, hein, il y aura de l'handiwashing. Alors non, on appelle ça du purple, du purple washing, parce que ça fait pas beau. Enfin, moi, j'appelle ça handiwashing. Il y en aura toujours, mais il n'empêche que de toute façon, on est une société qui est de plus en plus inclusive, et deux, il ne faut pas oublier que la société demande aussi à ce qu'il y ait de l'inclusion. Et donc, à 5 ans, on peut aussi imaginer que votre cabinet se porte bien parce que les salariés sont contents aussi de travailler avec des personnes handi. On sait très bien qu'aujourd'hui, les jeunes générations dont on souriait tout à l'heure, elles nous poussent aussi à nous ouvrir à la RSE, au handicap, à l'environnement, et que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger en tant que chef d'entreprise. Alors, moi, je voulais juste rajouter quelque chose avec une pointe, peut-être une pointe d'humour. Je ne suis pas expert comptable, donc je ne suis vraiment pas spécialisée dans vos métiers. Moi, je voulais juste rajouter ce que j'évoquais en introduction, c'est que je disais que j'avais le plus joli terrain de jeu sur nationalité. Voilà, on est une école laïque, mais on a une diversité aussi de religions sur le campus. J'ai une augmentation de 15% par an d'étudiants à besoins spécifiques. Voilà. Avec une définition du handicap qui varie d'un pays à l'autre, une définition des aménagements qui varie d'un pays à l'autre. Et là, récemment, j'avais un étudiant canadien qui m'a dit mais en fait, Elisabeth, pour travailler dans ton pays, il faut une RQTH. Et j'ai dit, bah écoute, je ne sais pas quoi te dire. Et il m'a dit, tu sais, Elisabeth, dans mon pays, tu n'existes pas. Et voilà, ce que je pourrais espérer dans 5 ans, c'est que je n'existe pas et que, quelle que soit sa singularité, on puisse travailler en entreprise, développer ses compétences, apporter sa pierre à l'édifice et que voilà, les entreprises soient agiles, quelle que soit la singularité de chacun, parce qu'on en a tous en fait. Hein. On parle toujours d'empreinte, mais on a tous une construction neuronale différente. Donc, c'est juste des ajustements à faire pour que justement quelques personnes chargées de la diversité aient un rôle peut-être un petit peu plus d'ajustement que d'intégration. Voilà. D'ailleurs, déjà, les mots ont changé. On ne parle plus d'intégration, mais d'inclusion, où chacun a sa part à faire. Et moi, je garde en tête la parole de cet étudiant canadien, où on a beaucoup à apprendre aussi de certains pays. Tout à fait. Et puis, moi, à 5 ans, ce que j'aimerais déjà, c'est effectivement qu'on continue à s'ouvrir à l'inclusion, comme c'est de plus en plus le cas, qu'on continue dans cette dynamique. Et plus généralement, ce que j'aimerais qu'on retienne de cette matinée, c'est que justement, au-delà des chiffres, au-delà des aides, au-delà des dispositifs, l'inclusion, c'est avant tout un accélérateur de performance humaine.
les cabinets qui s'ouvrent à la diversité, ils nous le disent tous, et Christelle en est le parfait exemple, ils ne font pas une bonne action, ils recrutent mieux. Qu'on n'est pas l'inclusion, on n'est pas dans une forme de contrainte, on est vraiment dans une réponse aussi qui est pragmatique à la pénurie des talents qu'on peut avoir ou au fait de recruter dans des périodes de forte activité. C'est un moyen qui nous permet de renforcer la fidélisation, l'engagement, la culture interne, l'adhésion globale des salariés. Et surtout, vous n'êtes pas seul pour tout ça, on l'a évoqué. On a parlé communication, on a parlé partenariat. Oui, ça va être mes mots, mes mots du webinaire, entre voilà, les acteurs institutionnels, la GFIP, Cap Emploi, France Travail, les écoles et les CFA qui sont très actifs, votre OPCO, donc l'OPCO Atlas, vous avez à votre main un écosystème solide qui est outillé, qui est opérationnel, qui vous permet de sécuriser chaque recrutement et chaque parcours. Donc, on est là pour vous aider. Moi, je dis toujours que votre interlocuteur habituel est le bon interlocuteur. Il peut vous aiguiller vers d'autres si ça sort de son champ de compétences. Donc, n'hésitez pas à dialoguer, à poser des questions. Et surtout, dans un contexte où la profession comptable évolue très vite, les cabinets qui vont prendre de l'avance sur ceux qui valorisent les talents là où ils sont, donc dans ces fameux viviers, parfois là où on ne les attend pas, ils prendront de l'avance. Et voilà, voir l'inclusion passe comme une simple option, mais comme vraiment une façon durable de préparer la profession de demain. Alors, pour éviter de perdre l'engouement, comme on a pu le voir à l'occasion des Jeux paralympiques, c'est un événement qui a rassemblé. On en perd le fil puisque les Jeux sont terminés. L'idée, en tout cas par rapport à cette commission et notamment cette conférence, c'est que ce sujet soit porté, continue d'être porté au quotidien pour justement sensibiliser nos confrères et consoeurs sur ces profils qui sont atypiques et ne pas considérer le profil en situation de handicap, alors, notamment comme étant une case à cocher pour répondre à un problème de quota. C'est aller au-delà de l'aspect financier par rapport à la pénalité que tout le monde connaît au niveau des effectifs qui seraient dépassés, pour mettre davantage en avant, comme le disait Elisabeth, l'handicap est plus un talent atypique qu'autre chose, pour justement profiter de la richesse de ces profils et des qualités que ce type de profil peut apporter en cabinet. Nous avons, nous, parcouru l'ensemble des thématiques, comme le disait Caroline, vous allez recevoir le support. Nous avons pris le temps d'ajouter une sorte de boîte à outils où vous allez avoir un certain nombre de liens pour pouvoir vous accompagner dans la continuité de cette conférence, avec un rappel des différents événements qui existent aujourd'hui, sur les différents partenaires, un rappel des acteurs sur le réseau de l'emploi. Je laisse les dernières minutes si vous souhaitez ajouter quelque chose avant de remercier nos participants. J'ai juste eu un rebond à faire que je veux absolument pas oublier de faire avant de partir. C'est que justement, pour pas faire retomber la flamme, Nicolas, on travaille régulièrement avec tous les acteurs du secteur et justement, la branche des experts comptables a demandé à la GFIP de l'accompagner pour justement identifier les pratiques, les besoins, surtout j'insiste sur le besoin des cabinets d'expertise comptable sur le champ du handicap. Mais pour, du coup, réaliser cette action qui s'appelle un diagnostic action sectoriel, on a besoin de vous. Parce que justement, c'est en vous interviewant, vous écoutant et en recensant les besoins que vous avez en la matière qu'on pourra avancer, proposer un plan d'action à l'échelle du secteur qui sera bénéfique à tous. Et donc, pour ce faire, on a vraiment besoin d'entendre votre voix en tant que cabinet et de réaliser un certain nombre d'entretiens. Et il ne s'agit pas d'interviewer que des cabinets qui ont déjà recruté des personnes en situation de handicap, qui ont plein de bonnes pratiques. Non, on veut des cabinets et on veut en interroger qui soient représentatifs du secteur. Donc, qui que vous soyez derrière cet écran, on aurait besoin d'entendre votre voix à l'occasion d'un entretien. Et voilà, je vous serais très reconnaissante si vous pouviez nous accorder un peu de temps à la GFIP et au cabinet pour qu'on puisse échanger.
Et voilà, donc pour ce faire, je crois que Nicolas et Adeline vont vous partager mes coordonnées. On remettra peut-être un petit mot avec le support. C'est vraiment une action importante parce que le secteur s'est vraiment mobilisé. La branche souhaite agir sur le sujet et donc voilà, si vous pouvez nous accorder un peu de temps, ce serait formidable. Ceux qui souhaitent laisser leurs coordonnées peuvent le faire dans le chat, auquel cas ce sera en recevant le support. Il nous reste à vous remercier de nous avoir écoutés, de nous avoir consacré 7h30. Et puis, voilà, on est tous à votre disposition et n'hésitez pas à aller vers cette belle voie. Merci beaucoup. Voilà, oui, voilà. Merci pour votre participation. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois. Merci. Belle journée à vous. Au revoir.